Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlerons de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Les États-Unis appellent à la désescalade. Alors, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu ce lundi 6 novembre séparément avec le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi sur la situation sécuritaire très fragile dans l'est de la République du Congo. Le secrétaire d'État américain appelle à la désescalade. Est-ce qu'aujourd'hui le dialogue est encore à nouveau possible entre la RDC et le Rwanda? Ben, le dialogue est certainement possible. Il ne faudrait pas qu'on enlève la possibilité par rapport à ce dialogue, puisqu'il est souhaitable et c'est là où on va trouver la véritable solution. Il se trouve que le dialogue s'éloigne parce que depuis le début du mois d'octobre, les conflits ont repris et l'intensité des conflits a repris. N'oublions pas qu'on était déjà dans un processus de résolution de ce conflit mené par l'Union africaine à travers le président angolais, qui avait demandé à ce que les forces du M23 retournent de là où ils étaient partis avant que le conflit n'arrive, puisque Tshisekedi avait dit qu'il ne va pas négocier si les gens ne retournent pas sur le mont d'où ils sont partis. Malheureusement, cette implication du Rwanda a rendu le conflit encore beaucoup plus compliqué. Un sommet a été tenté entre les deux. Le président rwandais n'était pas allé au sommet, il avait envoyé un autre responsable du gouvernement pour aller à ce sommet. De sorte que de plus en plus, quand vous regardez, même ceux qui timidement disaient aux deux faites un effort, de plus en plus, le Rwanda est désigné comme étant un soutien du M23 à deux niveaux, un soutien au niveau du matériel militaire et là où c'est plus compliqué, un soutien également au niveau des hommes. Et si on se rappelle, très tôt, la RDC avait posé le problème clairement en disant à l'époque même qu'ils avaient attrapé 2 Rwandais parmi les gens du M23. Bon, ça avait créé des discussions, des démentis de la part de Kigali et tout. Mais quand on regarde les réactions actuelles, c'est comme si le président Tshisekedi, dans ses premières réactions, c'est lui qui avait raison par rapport à ce qu'il disait. Et c'est pourquoi les Américains, qui étaient quand même dans une certaine mesure des soutiens pour le Rwanda, quand vous regardez leur prise de position, ils s'éloignent petit à petit du Rwanda à cause de ce conflit et du fait que le président Kagame continue de démentir la participation du Rwanda malgré des rapports des Nations Unies, d'organisations également de société civile, de droits de l'homme qui ont fait des rapports sur la question. Finalement, à ce rythme, on risque d'aller vers le pire que tout le monde a voulu éviter, que ça dépasse le cadre M23 RDC, ce qu'on peut considérer comme un conflit interne, mais que cela puisse se transformer en un affrontement entre le Rwanda et la RDC, parce qu'au moment où nous parlons, de part et d'autre de la frontière, chacun a installé son armée. Alors, malgré la situation, plusieurs rapports pointent du doigt la responsabilité du Rwanda dans le soutien offert au M23 pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, surtout le Nord Kivu, mais le Rwanda a toujours renié ces accusations. Concrètement, que gagnera le Rwanda en soutenant le M23 contre la République démocratique du Congo? La question se pose depuis longtemps. Qu'est-ce que le Rwanda cherche en RDC? D'autant plus que quand on regarde ce qui s'est passé avant l'arrivée du président Tshisekedi, le Rwanda avait des relations exécrables avec la RDC. Tshisekedi a fait preuve de leadership quand il est arrivé pour rétablir un peu les relations avec tout un chacun parmi ses partenaires avant que cette crise du M23 n'intervienne et que les relations soient redevenues ce que l'on voit aujourd'hui. C'est pourquoi on se pose la question, parce que pendant un temps, Tshisekedi a semblé tendre la main pour trouver une solution. Au point que son opposition, Fayoulou en particulier, les populations du Nord Kivu ont marché plusieurs fois. Rappelez-vous même cet incident où les populations sont allées même vers la frontière pour s'attaquer aux soldats rwandais. Il y a eu des tirs. Mais c'est pour dire que le président Tshisekedi a essayé quand même pendant un temps de trouver une solution avec le Rwanda pour qu'on n'en arrive pas à un conflit ouvert entre les deux pays. C'est quand il y a eu ces incidents que les gens ont compris que c'est devenu très sérieux. Le président de l'Union africaine à l'époque, qui était le président sénégalais, avait demandé au président de l'Angola de prendre les devants. On n'a pas pu obtenir de résultats.
Maintenant, qu'on soit clair, la RDC a de tout le temps intéressé tous ses voisins qui sont venus en RDC exploiter les ressources extraordinaires qui existent dans ce pays, de sorte que même on a vu 2 pays étrangers il y a quelques années faire la guerre à l'intérieur du territoire de la RDC. C'était l'Ouganda parce que chacun était intéressé par le sous-sol et chacun avait tracé ses espaces, alors que tous les deux sont des étrangers sur le sol de notre pays. Si on s'affronte, mais c'est parce qu'il y a l'exploitation des ressources qui est là. Parfois, les gens vont plus loin parce que quand on regarde le M23, c'est un mouvement, c'est une rébellion dont la majorité des membres sont des Tutsis. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a cette affinité, si je peux l'appeler ainsi, avec le Rwanda pour que le Rwanda soit tenté de vouloir les soutenir? C'est des hypothèses qui sont posées, mais il est clair que qu'est-ce que le Rwanda cherche? Moi, je me pose des questions. Je ne suis pas sûr que le Rwanda peut battre la RDC, bien que le Rwanda a bénéficié d'un point de vue militaire des Américains en particulier qui, je disais tout à l'heure, ont changé de posture. Actuellement, ils refusent même de vendre des armes au Rwanda à cause de la posture de Kigali. Mais dans une guerre, regardez le Rwanda, regardez la RDC. Je ne parle pas des pays seulement, regardez les populations, regardez tout un ensemble de choses. Je me demande quelle stratégie ou bien quel plan le président Kagame peut avoir pour vouloir penser que le Rwanda peut battre la RDC. Je ne le crois pas. Et il n'a qu'à regarder comment rien que les populations du Nord Kivu et autres, je ne parle pas de toute la RDC, ont trouvé qu'à un certain moment, le président Tshisekedi n'avait pas la position assez forte, au point que ces populations ont pris des bâtons, des machettes pour dire qu'ils vont aller affronter les soldats rwandais. Je crois qu'il faut faire très attention pour 2 raisons. La première, il y a trop de guerres sur le continent africain. Surtout en RDC, où la guerre est là depuis des décennies et on n'a pas pu trouver de solution. Mais la deuxième chose, pas le Rwanda seulement, la RDC n'a rien à gagner également dans une guerre contre le Rwanda. Ils doivent avoir d'autres préoccupations pour mettre leur population dans de très bonnes conditions au lieu de vouloir s'affronter sur le plan militaire. Face au M23, la République démocratique du Congo a, pendant un bon moment, privilégié l'option militaire, ou du moins ces derniers moments, privilégié l'option militaire avec le soutien apporté par les États de l'Afrique centrale. Où en est-on finalement avec ce soutien? Parce que la RDC a non seulement demandé le départ de la MONUSCO, mais aussi des forces de l'Afrique centrale. Oui, avec les forces de l'Afrique centrale, la négociation dont je parlais quand elle a eu lieu en Angola, au départ, ce qui était retenu, c'est qu'ils vont venir demander au M23 effectivement de retourner à leur base. Et après ce retour à leur base, eux, ils viendront comme une force, pas seulement tampon, mais si le M23 refuse, ils vont prendre les armes contre le M23. Je me rappelle encore les déclarations du premier général Kenya, parce que c'est les Kenyans qui sont arrivés les premiers. C'était clair que ces forces devaient prendre les armes. Mais finalement, les autres pays n'ont pas semblé prendre la même attitude que le Kenya, au point que, à la place d'une force qui vient dire au N23, vous quittez, il y avait même un délai, on leur avait donné un délai, finalement on s'est retrouvé avec une force d'interposition. Donc on occupe une zone pour empêcher le combat entre les deux, et finalement Tshisekedi a changé de position de façon très forte, en disant même que ce n'est plus une force d'interposition, mais les forces de l'Afrique centrale sont dans des zones où se trouvent même les gens du M23. Donc, il y a un mélange. Ce n'est même plus une zone qu'on a neutralisée où il y a les uns d'un côté et les autres de l'autre, mais ils sont pratiquement en complicité, puisque c'est ça que la RDC disait à un certain moment. Et la conséquence, c'est qu'ils ont réclamé carrément qu'on arrête ce que ces forces-là devaient faire, sans compter qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Pour la MONUSCO, on avait déjà demandé son départ avant de demander le départ des forces de l'Afrique centrale. Mais quand vous regardez ce qui se passe, pendant que ça chauffe, on a besoin de la MONUSCO. La MONUSCO s'apprête actuellement et certains sont en train d'aider aujourd'hui les forces de défense et de sécurité de la RDC pour que si le M23 veut avancer, ils sont prêts à prendre les armes. Et qu'on ne l'oublie pas, la dernière victoire que la RDC a eue sur le M23, ils l'ont eue avec la MONUSCO à l'époque. Alors,
Tshisekedi, aux premières heures de son mandat, avait rétabli les relations avec ses voisins, vous le disiez tout à l'heure, notamment avec l'Ouganda, mais aussi avec le Rwanda par rapport à son président Paul Kagame. Mais la résurgence du M23 fin 2021 a redistribué les cartes et a fait changer de position à Tshisekedi. Le M23 dénonce aussi de son côté le non-respect des accords par la République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il réellement? Tout à fait. Le M23, comme j'ai dit tout à l'heure, existait depuis. Ce n'est pas un mouvement qui vient de naître. Il y a eu des combats. La MONUSCO s'est mise du côté des forces de défense et de sécurité de la RDC et on a fini par un accord. Dans cet accord, comme d'habitude, il fallait intégrer une partie de ceux qui avaient pris les armes au niveau du M23, au niveau de l'armée de la RDC. Mais finalement, ces clauses que l'on amène à chaque fois, il faut désarmer, il faut réintégrer une partie des militaires, les autres, il faut leur trouver d'autres activités. Toutes ces clauses n'ont pas été respectées. Et d'ailleurs, quand les combats ont repris, c'est ce que les gens du M23 ont déclaré. C'est d'ailleurs l'argument qu'utilisait également, comment il s'appelle encore, le président rwandais Kagame, en disant c'est une affaire intérieure de la RDC, ça ne regarde pas le Rwanda. C'est l'argument qu'il donnait en revenant effectivement sur ces accords dont certains aspects n'ont pas été respectés. Mais ça, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Quand on signe des accords, souvent, il y a une situation de rapport de force. L'évolution de la situation de rapport de force amène l'une des parties à se dire mais les conditions ne sont plus les mêmes et si on avait accepté quelque chose sous la contrainte, on a tendance à ne plus vouloir accepter à 100% ce qu'on avait accepté. Et malheureusement, les hommes du M23 ont repris les armes et de façon extrêmement forte et même surprenante parce que la façon dont ils ont pris des localités jusqu'à s'approcher de Goma, ça a surpris plus d'un. Et c'est la raison pour laquelle aussi les gens disent, mais il faut qu'on soit clair, le Rwanda, sans l'apport du Rwanda, ils n'auraient pas pu avoir cette avancée fulgurante qui a amené les pays de l'Afrique de l'Est à vouloir mettre en place une force contre le M23. La RDC plutôt serait-elle en train de payer pour le non-respect de ces accords? Bien sûr, il y a cela dedans. Ce qui est curieux, c'est vrai que ce n'est pas le président Tshisekedi qui avait signé ces accords, mais on a cette mauvaise habitude, si je peux l'appeler ainsi. Il y a une situation difficile. On signe des accords. La signature des accords modifie les conditions. Avec cette modification, on met les choses au tiroir. Et finalement, on attend généralement que ces résurgences-là soient là pour venir créer des problèmes. C'est vrai que pendant ce temps, on s'occupait d'autre chose. Il n'y avait plus le M23, mais il y avait ADF qui était là, qui créait d'énormes problèmes à la RDC, sans compter que vous avez plusieurs dizaines de mouvements armés. On parle plus des ADF et du M23 parce que c'est eux qu'on voit mener le combat, essayer de prendre des territoires, etc. Mais il y a plusieurs dizaines. On parle de centaines de groupes armés dans l'Est. Mais ça fait que c'est une situation extrêmement compliquée en ayant en quelque sorte éliminé le M23 ou bien neutralisé le M23, on s'est plutôt occupé des autres. Quand Tshisekedi faisait son discours d'investiture, par exemple, il ne parlait pas du M23. Il voulait régler le problème des ADF, puisque c'est eux qui posaient sérieusement problème en ce moment-là. Mais vous imaginez le M23 qui vient s'ajouter au niveau des ADF avec les promesses de Tshisekedi sur le plan sécuritaire. Il est en train de se retrouver pratiquement avec un bilan qui va être difficile à défendre. Quelle peut être aujourd'hui la part des États-Unis dans cette désescalade voulue et prônée par Anthony Blinken en prenant contact avec les dirigeants des deux pays? Je me dis qu'ils vont utiliser la méthode habituelle, c'est la pression. C'est la pression. Bon, sur le Rwanda, ça a déjà commencé, puisque le fait que les États-Unis déclarent de façon très claire, comme le fait l'ONU, que Kigali a ses hommes là-bas, Kigali a du matériel là-bas, et qu'ils demandent à Kigali d'arrêter, ça montre qu'ils sont en train de prendre une position qui est plutôt une position forte par rapport à un conflit entre deux États. L'autre élément, le Congrès américain également a condamné le Rwanda avec un ton assez dur pour montrer que les Américains sont dans une posture de faire une pression progressive sur le Rwanda qui, à un certain moment, a été plutôt un allié des États-Unis. Certainement, la même chose sera faite du côté de la RDC, pas de la même façon, en poussant le président Tshisekedi à retourner à la première position.
qui était celle de pouvoir négocier pour trouver une solution qui est différente de la position actuelle, qui est plutôt l'usage des armes pour pouvoir résoudre ce problème avec le M23 en particulier. Donc les Américains pourront jouer sur une pression au niveau des deux pays pour essayer de résoudre le problème, mais à mon avis, ce n'est pas la bonne méthode. Pour moi, les Américains ne sont pas de... Ils veulent être les gendarmes du monde, ce n'est pas de bons gendarmes. Il faut qu'on soit très clair. J'ai jamais cru à la solution américaine. La Somalie est là, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils ont plié bagages. L'Irak, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils ont plié bagages. L'Afghanistan, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils ont plié bagages. Je ne crois pas à la solution américaine. Malheureusement, les structures les plus indiquées, c'était l'ONU. Vous voyez qu'on est en train de vouloir vider les casques bleus de l'ONU en considérant qu'on n'a pas obtenu le résultat qui était attendu par les populations de RDC. Si ce n'était pas l'ONU, c'est l'Union africaine. Mais on a un sérieux problème aujourd'hui. Vous avez des organismes qui, en principe, doivent travailler à éviter des conflits, puisque c'est ça leur vocation. À défaut, quand le conflit est là, ils doivent pouvoir permettre qu'on résolve le conflit par la médiation. Mais quand on n'est pas en mesure d'éviter les conflits, quand il y a des conflits, on peine à pouvoir résoudre ces conflits, je crois qu'il faut qu'on revoie certaines choses, aussi bien au niveau de l'ONU qu'au niveau de l'Union africaine, pour que ces deux instruments, qui doivent être des instruments pour la paix dans le monde, puissent dans ce domaine-là jouer véritablement leur rôle, parce qu'actuellement, il faut reconnaître que sur ce plan, c'est l'échec qui est là. Que dire alors du sort des millions de personnes affectées par cette résurgence des groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo? Mais c'est le plus gros problème. Quand le M23 a repris, les populations se sont mises à se déplacer vers Goma progressivement. Curieusement, même à un certain moment, les forces de défense et de sécurité de la RDC ont fait la même chose. Même la MONUSCO a fait la même chose. Et on a laissé une partie des populations devant les gens du M23. Tous ceux qui pouvaient partir sont partis. Alors que le Congo est le pays pratiquement où il y a le plus de personnes déplacées internes au monde. À peu près 7 millions de personnes. 7 millions, ça fait presque la population du Togo. C'est beaucoup. Et dans cette zone, malheureusement, vous avez des populations qu'on a déplacées, alors que de là où on les a déplacées, elles étaient déjà des populations déplacées là-bas. Pas à cause du M23, mais à cause des ADF. Et vous imaginez ce que ça crée comme crise sur le plan humanitaire, et c'est pourquoi l'ONU dénonce cette situation-là. Mais malheureusement, la dénonciation ne suffit pas pour pouvoir résoudre un tel problème. Il y a des efforts qui sont faits, mais l'insécurité restant dans la zone, le nombre de populations déplacées étant un nombre extrêmement important, on est en face d'un problème qu'on ne va pas résoudre dans les mois à venir. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, Mamadou Diouf. Un dernier mot sur cette situation en République démocratique du Congo et en RDC et au Rwanda. Mais je me dis que c'est le président Kagame qui doit quand même savoir raison garder par rapport à cette affaire-là. C'est lui qui est désigné par tout ce qui existe comme travail scientifique et autres. Il faut qu'il accepte d'arrêter actuellement de soutenir le M23. En arrêtant son soutien au M23, les hommes du M23 auront moins d'ambition sur la RDC que ce qu'ils ont actuellement. En ce moment, la négociation pourra permettre de revenir sur les accords qui n'avaient pas été respectés et de trouver une solution pour une RDC qui est plutôt fatiguée par des guerres internes qui ne finissent pas. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World.